Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des accords commerciaux internationaux. Et en guise d'introduction, il faut retenir que la libéralisation commerciale peut être réalisée de deux façons. Soit en utilisant des réductions globales, une réduction globale réciproque des barrières commerciales sur une base non discriminatoire, soit en procédant à une réduction des barrières au sein d'un groupe restreint de pays sur une base régionale. Il y a d'un côté la libéralisation globale et d'autre part la libéralisation régionale. Alors, voyons ce qui se passe dans chaque cas. En ce qui concerne la libéralisation non discriminatoire, dans la levée des barrières non discriminatoires, il s'agit en fait d'une approche internationale qui encourage une réduction graduelle des tarifs à travers le monde. Alors dans ce cas ici, si un pays applique ou accorde des avantages commerciaux ou une réduction des taxes à un pays, à un certain pays, alors il devra le faire pour tous les autres pays. Donc tout accord commercial entre deux pays peut être généralisé à tous les autres pays membres en fait de l'organisation mondiale. Alors, ceci a été le cas avec les accords GATT, c'est-à-dire General Agreement on Tariffs and Trade, donc, où l'accord général des tarifs sur les tarifs et le commerce, cette organisation auquel l'OMC a succédé. Donc, la réduction de tarifs a été faite de manière progressive. Mais on peut également considérer la réduction des barrières au niveau régional. Dans ce cas, un certain nombre de pays s'imposent, conviennent en fait d'appliquer de faibles barrières commerciales aux États membres. Aux États, donc les pays conviennent d'imposer en fait des faibles barrières commerciales aux membres par rapport à ce qu'ils appliquent aux États non membres, mais au niveau régional, au niveau restreint. Alors, dans ce cas ici, chaque pays va déterminer ses politiques domestiques, mais sa politique commerciale va inclure un traitement spécial pour les pays membres au sein de la région. C'est ce que nous appelons les organisations économiques régionales. Donc, la politique interne dépend de chaque pays, mais au niveau du commerce international, il y a quelques faveurs ou une politique, un traitement spécial pour les pays qui sont membres de l'organisation régionale, économique et régionale. Alors, de là, on peut se poser des questions assez importantes. La première, c'est de savoir comment fonctionnent en fait ces accords commerciaux régionaux et quels sont les effets que cela peut avoir sur le bien-être et la croissance économique dans les États membres. Alors, pour répondre à cette question, nous allons faire l'analyse à travers les points suivants. D'abord, en faisant la différence entre l'intégration régionale et le multilatéralisme, en parlant des types d'accords régionaux et les effets que cela peut avoir. Et on va parler spécialement de la zone de libre-échange continentale africaine, donc la ZLECAf. On va voir aussi quels sont les effets que cela apporte. Alors, les accords internationaux commerciaux sont de diverses natures, mais l'objectif qui est visé, c'est l'intégration économique pour atteindre les objectifs de croissance. Donc, ça peut avoir une dimension régionale ou entre deux pays, mais l'objectif poursuivi, c'est atteindre les objectifs de croissance. Ici, on parle de l'intégration économique. Et cette intégration économique, c'est en fait tout un processus dont l'objectif est d'éliminer les restrictions au commerce international, au paiement et à la mobilité des facteurs. Alors, ces processus-là finit par aboutir
à l'unification de deux ou plusieurs économies nationales dans un accord régional. Et cet accord, c'était un accord d'échange. Alors, pour commencer à analyser ces différents points, considérons la différence entre l'intégration régionale et le multilatéralisme. En fait, c'est clair, l'intégration régionale correspond à une intégration économique qui implique un certain nombre de pays dans une région bien déterminée. Là, on parle en fait de l'intégration régionale, alors que le multilatéralisme considère tous les pays sans distinction. Alors, mais il faut retenir que lorsque nous considérons tous les pays à la fois, la possibilité d'atteindre un accord n'est pas toujours facile. Okay? C'est le cas de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui fait de temps en temps face à plusieurs difficultés pour amener tous les pays membres à se mettre d'accord sur un accord global en termes d'échanges commerciaux. Mais cependant, au niveau régional, à un niveau restreint, il y a la possibilité que les pays membres, puissent atteindre des arrangements commerciaux consensuels. Parce que le nombre de pays n'est pas aussi très important que dans les cas de l'OMC. Donc, il y a donc lieu de faire la différence entre les échanges sous les accords de l'Organisation mondiale du commerce, qui est un organisme multilatéral, donc l'organisme multilatéral, et les échanges dans les cadres des accords commerciaux. Donc, on peut différencier cela. Voilà. Ce petit tableau vous permet exactement de voir ces différences qui existent entre les deux types d'intégration économique. Alors, au sein de l'OMC, par exemple, les barrières commerciales sont levées pour tous les membres, sans distinction. Cependant, au sein d'un accord régional, les barrières ne sont levées que pour les États membres, qui sont partenaires commerciaux dans ces organisations. Maintenant, en termes de libéralisme, de la libéralisation, au sein de l'OMC, ce libéralisme ou cette libéralisation est multilatérale. Donc, ça s'applique à ça implique tous les pays du monde, si je peux dire, ceux qui sont membres en fait de l'OMC. Mais du côté régional, la libéralisation est limitée à une région déterminée, une région géographique déterminée ou une région définie sous d'autres critères. Et au sein de l'OMC, les accords ne sont pas discriminatoires. C'est-à-dire, ce que vous appliquez ce qu'un pays applique comme restriction ou comme avantage doit bénéficier à tous les pays sans distinction. Mais dans un accord régional, un accord d'échange au niveau régional, les membres discriminent contre les non-membres. Alors finalement, on se pose la question. Est-ce que les accords régionaux constituent un obstacle aux accords multilatéraux? Parce que le fait qu'il y a des accords régionaux, est-ce que c'est une menace ou un obstacle aux accords multilatéraux? Alors, à ce niveau, il y a deux arguments qu'il faut considérer pour répondre à cette question. Le premier argument est celui qui soutient que les accords commerciaux au niveau régional peuvent vraisemblablement faire obstacle aux accords multilatéraux. Alors, quelle est l'explication qui accompagne cet argument? C'est que lorsque les pays ont acquis des privilèges commerciaux à travers les accords régionaux ou bilatéraux, alors ces pays-là n'ont plus la motivation de s'engager dans les accords multilatéraux. Les pays qui ont signé des accords au niveau régional ne trouveraient plus un avantage à s'ouvrir aux accords multilatéraux qui viendraient en fait éliminer leurs avantages qu'ils ont déjà gagnés au niveau régional. Alors en effet, les partenaires commerciaux régionaux obtiendront des économies d'échelle qu'ils ne pourraient pas obtenir dans le cadre d'un accord multilatéral. Donc ça justifierait pour eux de ne pas
adhérer ou de ne pas s'intéresser aux accords multilatéraux. En plus, il s'établit des liens suffisamment forts entre les partenaires commerciaux au niveau régional. Ceci permet à ces derniers, à ces pays qui sont membres des accords régionaux, d'épargner leur temps et leur énergie, au lieu de s'investir dans des négociations interminables au niveau multilatéral. Le deuxième argument est celui qui soutient que les accords commerciaux ne constituent en aucun cas, donc aucun obstacle en fait, aux accords multilatéraux. Et pour accompagner l'explication, pour expliquer cet argument, c'est de considérer que les accords régionaux en fait constituent une pierre angulaire du multilatéralisme, mais à deux conditions. Condition que ces accords soient structurés conformément au principe de l'ouverture et de l'inclusivité. En effet, ces accords peuvent en effet renforcer l'ouverture au marché global de deux manières. Premièrement, en favorisant une interdépendance économique plus profonde entre les pays membres, et deuxièmement, en encourageant un processus d'ajustement partiel, donc des travailleurs, des industries qui sont soumises à la concurrence des exportations, dans laquelle les désavantages comparatifs est important, vers les industries où l'avantage est plus grand. Donc, voilà les deux arguments qui sont là, qui sont sur la table des scientifiques en ce qui concerne les rôles, l'impact des accords commerciaux régionaux sur les multilatéralismes. Alors, quels sont alors les types d'accords commerciaux régionaux? Nous en avons 5. Pour atteindre l'intégration économique, les pays au niveau régional peuvent se mettre ensemble, regrouper au sein d'une organisation régionale, et ces organisations régionales peuvent prendre les formes suivantes. Premièrement, il peut prendre la forme des zones de libre-échange, des l'union monétaire, des unions douanières, du marché commun, des unions économiques et des unions monétaires. Ce sont là les possibles organisations régionales, économiques et régionales. Commençons par la zone de libre-échange. La zone de libre-échange, c'est une association de partenaires commerciaux dans laquelle les membres s'accordent d'éliminer toutes les barrières tarifaires et non tarifaires entre eux. Dans une région, par exemple, prenons les pays, une zone économique comme la SADC, la CEAC. Donc, les pays s'associent, les partenaires commerciaux s'associent dans l'objectif d'éliminer toutes les barrières tarifaires et non tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane, les restrictions administratives et tout, ainsi de suite. Mais toutefois, dans cette union, dans cette zone de libre-échange, chaque pays membre va appliquer ses propres restrictions aux pays non membres. Il n'y a pas une politique commune à imposer aux pays non membres en termes d'échanges commerciaux. Nous avons quelques exemples ici, des exemples des zones de libre-échange. Nous avons les NAFTA, donc qui est North American Free Trade Agreement. C'est une zone de libre-échange nord-américain, en fait, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. 3 pays qui se réunissent pour dire, voilà, réduisons les barrières tarifaires et non tarifaires entre nous en termes d'échange, mais nous appliquerons chacun ses propres restrictions commerciales aux pays non membres. Le deuxième exemple, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, donc qui implique les pays africains. Voilà. La deuxième forme d'intégration économique, c'est l'union douanière. L'union douanière poursuit les mêmes objectifs que la zone de libre-échange. C'est-à-dire, l'objectif, c'est éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que tous les pays imposent les restrictions identiques à tous les pays en dehors de l'Union. En d'autres termes, il y a une politique commune en termes de restrictions à imposer aux non-membres. C'est l'exemple du Benelux. On prend la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Nous avons également un autre exemple, c'est l'Union douanière de l'Afrique australe, le SACU, Southern African Customs Union.
Donc ce sont deux exemples des pays, des unions monétaires où en fait, en dehors du fait que les barrières commerciales sont réduites entre les pays membres appliquent une politique commune en termes de restrictions envers les pays non membres. Le troisième type d'intégration commerciale, c'est le marché commun. Ici, il s'agit d'un groupe de partenaires commerciaux qui est caractérisé par les traits suivants. D'abord, il y a la libre circulation des biens et services entre les États membres. C'est la première caractéristique. L'application des restrictions commerciales communes aux pays non membres. C'est comme dans le cas de l'union douanière. Et puis la libre circulation des facteurs de production de part et d'autre des frontières des pays membres de ce bloc économique. Ce sont les trois caractéristiques qui déterminent, en fait, qui définissent les marchés communs en tant qu'un groupe de pays dont l'objectif est de favoriser l'intégration économique. Mais par conséquent, il faut ici voir et retenir que les marchés communs, c'est en fait une étape avancée de l'intégration économique. C'est le cas de l'Union européenne qui a atteint ce niveau-là en 1992. Alors, ça c'est c'était l'union économique. Excuse-moi. Voilà, plutôt les marchés communs, Et la quatrième forme de l'intégration économique, c'est l'union économique. Ici, il s'agit d'une étape d'intégration économique qui implique l'harmonisation des politiques nationales des États membres. Donc, au niveau du marché commun, donc c'est une étape assez avancée, achevée, une étape achevée de l'intégration économique. Ensuite vient l'union économique. Ici, tous les pays membres harmonisent leur politique nationale en matière politique, en matière sociale et fiscale, et la gestion de cette politique est confiée à une institution supranationale. Par exemple, le Luxembourg et la Belgique qui ont, dans les années 1920. Alors, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que pour former l'union économique, cela exige un transfert de souveraineté économique des pays membres à une autorité supranationale. Par conséquent, la mise en place est plus complexe que celle d'autres formes d'intégration économique qui résulte principalement en la suppression des barrières qui existent déjà. Donc, supprimer les barrières. Mais ici, les pays doivent harmoniser les politiques nationales et instituer une institution supranationale qui doit s'en occuper. Finalement, nous avons l'union monétaire. L'union monétaire, c'est le degré ultime de l'intégration économique. Et ça consiste à l'unification des politiques monétaires et à l'acceptation d'une monnaie commune qui est gérée par une institution monétaire supranationale. Donc ça, on va au-delà de l'harmonisation des politiques sociales, fiscales, et on atteint l'unification monétaire et on adopte une monnaie commune. C'est le cas aujourd'hui de l'Union européenne. Donc, on prend un exemple ici. Donc, les États-Unis, quand vous considérez les États-Unis comme étant un ensemble de 50 États, donc ça donne l'exemple d'une union monétaire où nous avons 50 États qui utilisent la même monnaie avec un taux de change fixe et avec une banque centrale, la Reserve Bank, Federal Reserve Bank, donc la réserve fédérale, qui joue en fait le rôle de la banque centrale pour tous ces États-là. Et les échanges sont libres entre les 50 États. Les capitales également circulent librement entre les pays. Et les gouvernements centraux conduisent la politique fiscale et la politique sanitaire, la défense nationale. Mais les gouvernements locaux s'occupent des cas, des programmes tels que la police, l'éducation, et ainsi de suite.
Le deuxième exemple, c'est l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, instituée depuis le 10 janvier 1994, avec comme objectif la promotion de l'intégration économique entre les 8 pays membres, qui partagent en fait le franc CFA comme monnaie commune. Vous avez les membres comme le Bénin, le Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. C'est un deuxième exemple de l'union monétaire. Alors, on vient de parler là de différentes organisations, différentes formes que peuvent prendre les organisations économiques régionales. Alors, quel est alors l'effet ou quels sont les effets des accords commerciaux régionaux? Alors, ces effets sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les effets statiques et ce qu'on appelle les effets dynamiques. Alors, on va parler d'abord des effets statiques de l'intégration économique en général. Alors, ces effets-là correspondent à l'efficience de la production et au bien-être des consommateurs. Ces effets statiques, en fait, sont liés à l'efficience de la production et au bien-être de la production et de consommation. Et nous pouvons ici prendre l'exemple de l'union douanière et considérer les effets suivants qui sont opposés, en fait. C'est d'abord l'effet de création des échanges et l'effet de diversion des échanges. Alors, considérons premièrement l'effet statique de création des échanges. Alors, cet effet, donc l'effet de création des échanges, n'est rien d'autre qu'un remplacement d'une proportion de la production d'un pays membre par les importations moins coûteuses en provenance d'un autre pays membre de l'Union. Vous êtes dans l'Union. Ça s'appelle, c'est donc la création des échanges. Et cela augmente le bien-être des pays membres, dans la mesure où cela conduit en fait à la spécialisation dans la production selon les principes de l'avantage comparatif au sein de l'Union même. Vous remplacez une portion de la production d'un pays membre par les importations moins coûteuses. Par exemple, la RDC peut remplacer une partie de sa production, considérons le cas de la SADC, la RDC peut réduire une proportion de sa production de maïs, par exemple, pour favoriser les importations moins coûteuses de maïs qui proviendraient de notre pays de la SADC, par exemple la Zambie. Ici, donc, la SADC jouerait le rôle d'une union monétaire. Alors, cet effet-là se manifeste de deux façons. D'abord, il y a un effet de consommation et un effet de production. Alors, pour illustrer ces cas, prenons trois pays: l'Allemagne, le Luxembourg et les États-Unis. Parmi ces trois pays, le Luxembourg est un petit pays, c'est-à-dire un pays qui n'a pas la possibilité d'influencer les prix internationaux. Alors, par conséquent, sa courbe d'offres et sa courbe de demande sont parfaitement élastiques. Nous considérons ici les cas de l'offre d'un produit, considérons les céréales comme produit qui fait objet des échanges. Et on suppose ici que le coût d'un boisseau de céréales, c'est quelque chose autour de 27 ou 24 kg, quelque chose comme ça. Supposons que cela coûte $3 aux USA et 3,25 $ en Allemagne. En plus, on va considérer les cas où le Luxembourg impose une taxe, un droit de douane de 0,5 $5 par boisseau de céréales importées. Alors, si nous considérons cela, alors l'offre en provenance des États-Unis sera plus efficiente. Non, il sera plus intéressant pour les Luxembourg de commander du céréal des États-Unis. Alors, sous ces conditions-là, où les prix, en fait qui sera dans le pays du Luxembourg sera 3,5 $ pour les céréales en provenance des États-Unis et 3,75 $ pour les céréales provenant de l'Allemagne. Alors, dans ce cas, l'échange va s'effectuer entre les États-Unis et le Luxembourg et l'Allemagne sera en dehors de transactions.
échanges. Alors, pour illustrer tous ces effets et leurs conséquences, nous considérons le graphique qui est à gauche de l'écran, où DL, la courbe DL représente l'offre, excusez-moi, représente la demande, et S indice L, L pour le Luxembourg, représente l'offre de céréales. Alors, on va supposer maintenant que le Luxembourg et l'Allemagne entrent en union monétaire, en union douanière. Ce qu'on voit, ce sont des voisins, pays voisins dans une région bien déterminée, géographiquement déterminée. Alors la question est de savoir quel est l'effet de cette intégration économique sur le Luxembourg. La réponse à cette question va dépendre en fait de la comparaison entre la situation avant et après la création de l'union douanière. Alors, considérons d'abord la situation de libre-échange, la situation avant la création de l'union douanière. Nous avons ici les différents prix. On va représenter les différents prix. Les prix des céréales en dollars, 3 dollars pour les États-Unis, pour les céréales importées des États-Unis, 3,5 pour les céréales importées de l'Allemagne. Et si on ajoutait, considérer les droits de douane des 0,85, donc les prix pour les céréales en provenance des États-Unis sera de 3,5 et celui pour les céréales provenant de l'Allemagne sera de 3,75. Alors, dans la situation de libre-échange, il est tout à fait normal que le Luxembourg importe les céréales des États-Unis. Alors, à ces prix-là, dans ce graphique, les Luxembourg consomment 23 boisseaux, vous pouvez considérer ça comme 23 boisseaux ça peut être 23 millions, hein, c'est juste pour 23 boisseaux de céréales, mais il produit un seul à ces prix-là. C'est l'offre, il produit un seul. Dans ces cas, quel sera le niveau des importations? C'est ce qui est consommé et ce qui est demandé, et ce qui est, la différence entre ce qui est demandé, donc ce qui est consommé, et ce qui est produit dans l'économie domestique sont 22 boisseaux constitueront les importations de céréales du Luxembourg à partir des États-Unis. Alors, quel est alors l'effet du droit de douane? Le droit de douane va être imposé, okay, qui est de 0,5 sur les importations américaines et les importations allemandes. Nous sommes là, on n'a pas encore considéré la création de l'Union européenne, de l'Union douanière, excusez-moi. Avec cette imposition de droit de douane, les importations américaines sont moins chères, parce que là, la vente va se situer, le prix va se situer à 3,25 par rapport au prix de 3,50, ok, ce sera le prix, ce sera moins cher par rapport à 3,75. Alors, à ce niveau-là, au prix de 3,50, ici, le Luxembourg consomme 17 boisseaux de céréales et produit 7. Ce qui veut dire que les importations du Luxembourg, les importations du céréales américain par le Luxembourg sera de 10, donc 17 qui est consommé, moins 7 boisseaux qui sont produits sur place. Alors, maintenant considérons le cas de la création de l'union douanière, c'est-à-dire l'Allemagne et le Luxembourg entrent en union douanière. Quelle est la conséquence de cela? C'est que le Luxembourg va lever toutes les taxes, toutes les restrictions commerciales à l'encontre de l'Allemagne. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, clairement, le Luxembourg va supprimer les droits des douanes, le tarif de 0,5 sur les importations en provenance de l'Allemagne.
Mais il va maintenir ces restrictions sur les produits importés des États-Unis. Par conséquent, qu'est-ce qui va arriver? Les prix de l'Allemagne, qui étaient à 0,75 avec l'imposition de la taxe, va baisser en fait à 3,25 par unité. Et cela devient plus efficient, donc l'Allemagne devient plus efficiente par rapport aux États-Unis, dont les prix des États-Unis va rester à 3,25. Alors maintenant, toutes ces trois situations, maintenant nous allons voir quels sont les gains des consommations et les gains de production dans cette circonstance. Alors, au prix des 3,25, qu'est-ce qu'on remarque là-bas? Le Luxembourg va avoir un gain de consommation de céréales. Parce qu'ici, nous avons à 3,25, sous les droits de douane, le Luxembourg consommait 17. Mais avec la suppression du droit de douane en faveur de l'Allemagne, la consommation passe de 17 à 20. Donc, il y a un gain de consommation de 3. Maintenant, au niveau de la production, suite à l'union douanière, les entreprises luxembourgeoises vont faire face à la concurrence des entreprises allemandes qui vont produire à faible coût. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la conséquence en fait? Là, nous nous situons là. Avec les régimes douaniers, sous l'imposition des droits de douane, la production était de 7. Maintenant, avec la levée de tarifs sur les importations en provenance de l'Allemagne, la production du pays vient maintenant à 4. Donc, ça devient à 4. Donc, ça diminue de 3 en termes de la production. Et là, il y a ici la réduction des coûts qui correspond à cet output-là et représenté par le triangle A ici. Alors, mais l'effet total de la création des échanges est égal à la somme des triangles A et B. A et B. Donc, voilà l'effet total de la création des échanges. Maintenant, considérons le deuxième effet qui est l'effet de diversion des échanges. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'on parle de la diversion des échanges. Ici, c'est lorsque les importations qui proviennent d'un fournisseur à faible coût, mais qui se situent en dehors de l'union douanière, sont remplacées par des achats auprès d'un pays membre de l'union douanière, mais dont les coûts de production sont plus élevés. Donc, c'est dit, voilà, parce que nous sommes en union douanière, on doit acheter auprès de membres de l'union douanière. Par exemple, supposons que la RDC soit en mesure d'importer les riz de Thaïlande à un prix, à un faible prix par rapport aux importations qui proviendraient d'un pays de l'Afrique centrale. Supposons le Gabon, par exemple. Alors, l'effet de diversion consiste à stopper l'importation du riz de Thaïlande, qui a un prix plus faible, pour remplacer ces importations par les achats des riz provenant du Gabon, par exemple. C'est ce qu'on appelle la diversion. Donc, les prix de Thaïlande coûtent moins cher, les riz de Thaïlande coûtent moins cher, et celui qui proviendrait du Gabon coûterait plus cher. Donc, quand vous remplacez ces remplacements-là, c'est ce qu'on appelle la diversion des échanges. Et dans les graphiques ici à gauche, la diversion des échanges est représentée par les triangles C. Parce que, comme dans ces cas ici, si le Luxembourg se décide d'importer les riz de l'Allemagne, on parle des céréales de l'Allemagne, au lieu d'importer les céréales qui proviennent des États-Unis, donc c'est-à-dire les prix, au lieu d'acheter à ces prix,
on achète à ces prix-là qui est plus élevé. Donc on perd cette partie constitue la diversion des échanges. Alors, il faut retenir que la diversion des échanges représente une perte de bien-être. C'est simple, si vous regardez à ces graphiques, pour les consommateurs, les surplus du consommateur au prix de 3 $, est inférieur au surplus du producteur au prix de 3,5 $. C'est une perte de bien-être. Mais toutefois, il faut remarquer que la grandeur, la magnitude de ces deux effets détermine le bien-être pour les pays qui sont dans l'Union. Alors, pour avoir un effet positif sur le bien-être, il faut que les gains qui proviennent de la création d'échanges soient supérieurs aux gains, à la perte issue ou induite par la diversion des échanges. Donc, il faut que A plus B soit supérieur à C. Alors, l'autre remarque, c'est que l'effet positif de la création des échanges doit contrebalancer, c'est la même façon, la façon de dire la même chose. Et il faut que l'effet positif de la création d'échanges puisse être en mesure de contrebalancer l'effet négatif de la diversion des échanges. Là, nous avons terminé à parler des effets statiques de l'intégration économique. Considérons maintenant les effets dynamiques. Les effets dynamiques ici se rapportent à la croissance à long terme. Donc là, on a parlé des effets statiques qui se rapportaient à des effets à court terme. Maintenant, nous voyons à long terme. Les effets dynamiques se rapportent à long terme, donc à la croissance à long terme des États membres de l'organisation régionale. Alors, il faut noter ici que si la croissance ou le taux de croissance connaît des variations faibles, cela peut conduire à des effets cumulatifs substantiels sur l'output national pour chaque pays membre. Et par conséquent, les effets dynamiques des changements de politique commerciale peuvent être plus amplifiés que les effets statiques. C'est très important. Les effets dynamiques peuvent être plus amplifiés que les effets statiques lorsque la croissance économique, la croissance dans les pays membres est très faible. Alors, mais quels sont les gains qu'on tire ou les gains dynamiques qu'on tire de l'intégration économique? D'abord, ces gains-là, il faut retenir qu'ils résultent de la création des marchés plus larges suite à la transition ou au passage à des échanges plus libres sous les unions monétaires, les unions douanières. Et ces gains peuvent compenser les pertes statiques de manière plus que proportionnelle. C'est très important de noter ça. Et ces gains incluent les économies d'échelle, une plus grande compétition et une incitation aux investissements. Ce sont les types de gains dynamiques que l'on peut tirer de l'intégration économique. Alors, dans ce cas, il faut considérer en effet que les producteurs des pays membres vont bénéficier d'économies d'échelle qu'ils ne pouvaient pas obtenir sur les marchés limités par les restrictions commerciales. Il y a un plus grand marché qui se crée et la création d'économies d'échelle. Et puis en plus, il faut savoir ou rappeler que les restrictions commerciales encouragent le pouvoir des monopoles, c'est-à-dire la domination du marché par un petit nombre de firmes. Donc l'ouverture va permettre à ce que ces pouvoirs des monopoles soient réduits. Alors, après avoir parlé des avantages, après avoir parlé en fait des effets de l'intégration économique, effets statiques, effets dynamiques, nous nous posons la question de savoir, on veut analyser en fait les échanges commerciaux du continent africain. On se pose la question de savoir, est-ce que l'Afrique en tant que continent est globalisée, intégrée au commerce mondial?
ou est-ce que ce continent est-il marginalisé en termes du commerce mondial? Alors, deux points de vue contradictoires sont à prendre en compte ici sur cette question de réponse contradictoire. La première réponse, ou le premier point de vue, consiste à dire que l'Afrique a manqué des opportunités offertes par la globalisation, tout simplement parce que cette Afrique n'est pas globalisée. Lorsqu'on regarde les données statistiques, en fait, on se rend compte, ça c'est pour appuyer en fait cet argument, on se rend compte que la part des exportations du continent africain dans le commerce mondial a drastiquement diminué au cours de 3 dernières décennies, notamment à concurrence de 21% du PIB. Et à partir de cet argument, que faire pour que l'Afrique puisse bénéficier du commerce mondial? La réponse est que l'Afrique doit relancer son commerce extérieur pour pouvoir bénéficier. La deuxième réponse, ou le deuxième point de vue, consiste à dire que l'Afrique a bel et bien bénéficié des opportunités commerciales, mais seulement cela, c'est en conformité avec l'évolution de son niveau de revenus et du développement. Donc la participation de ces pays, de ces continents au commerce international ne fait que refléter son niveau d'activité. Et les bénéfices que l'Afrique a tirés ou aurait tirés du commerce international correspondent à son degré d'activité, à son niveau d'activité. Alors, ce point de vue suggère en fait que l'Afrique n'est qu'un marchand moyen, qui ne change que ce qui est attendu de lui, qui ne change que ce qui est attendu de lui. Donc, étant donné les déterminants de ces échanges, notamment les revenus, la géographie, la taille du marché, etc. Vous savez, en ce qui concerne les revenus, que la plupart des pays africains sont des pays à revenus faibles. Et en ce qui concerne la géographie, il faut retenir que la plupart de ces pays sont enclavés. Et les marchés, la taille du marché, ils ont accès à une taille faible du marché. Deux auteurs, Sam Brown-Manion et Chamrisa, sont arrivés aux conclusions suivantes. En ce qui concerne l'intégration des pays africains au commerce international, premièrement, ils ont conclu que les pays de l'Afrique francophone sont en train de sous-exploiter des opportunités commerciales. Et puis en plus, l'autre conclusion, c'est que leur performance est relativement inférieure en matière de changes commerciaux. Alors, ces pays de l'Afrique australe ont en fait expérimenté une désintégration à travers les temps. On parlait de désintégration économique. Et cette tendance est plus prononcée dans les échanges avec les pays technologiquement avancés ou les pays développés. Donc, une désintégration commerciale, donc économique, au lieu d'aller vers l'intégration économique. Mais cependant, il y a quand même un peu d'évidence, quelques évidences en ce qui concerne les pays africains anglophones. Et ces pays ou sont en train de renverser cette tendance de la désintégration. Donc nous sommes en Afrique avec deux groupes de pays, les pays francophones et les pays anglophones. Les pays anglophones font mieux en termes d'intégration, alors que les pays anglophones, plutôt je vous le dis, les pays francophones plongent dans la désintégration économique. Les graphiques que vous voyez à gauche de l'écran représentent en fait l'évolution de la contribution de l'Afrique ou sa participation au commerce international. Vous voyez déjà que la proportion est décroissante. Depuis 1960, c'est décroissant. La courbe en bleu représente les pays de l'Afrique subsaharienne et celle en orange représente les pays africains en général. Et ensuite, nous avons les droites pointillées qui représentent en fait l'ajustement d'un modèle de régression à ces courbes. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le premier constat est que la contribution de l'Afrique au commerce international a baissé de 5,5% en 1960 à 2,5% en 2016. Et la tendance linéaire
indique, donc là on interprète un peu, j'interprète la courbe ici, la droite pointillée. Donc la tendance linéaire indique donc que la part de l'Afrique dans les échanges de services a diminué de 0,5%, approximativement de 0,5%. Ça, c'est tout simplement, vous prenez la pente de cette régression, c'est moins 0,0005, vous multipliez par 100, ça vous fait 0,5% par décennie. Et les pays de l'Afrique échangent en dessous des normes, c'est un autre constat, en dessous des normes définies par les PIB et la géographie. Alors ça, ces résultats proviennent en fait de l'estimation des modèles qu'on appelle les modèles de gravité. Ces modèles indiquent donc que les pays africains sont en train de sous-négocier. Donc, l'intégration économique des pays africains pose encore problème. Alors, mais quels sont alors, dans notre thème, les choses marchent dans la direction telle que les pays africains ne participent pas au commerce mondial, ne sont pas intégrés de la bonne manière, comme on s'attendrait. Alors, qu'est-ce qui cause cette situation? Il y a d'abord les coûts des transactions élevés, notamment à cause des niveaux élevés d'inefficience en matière d'infrastructures clés. Donc, vous savez, le problème d'infrastructures se pose gravement pour les pays en développement, notamment les pays développés. Il y a aussi les coûts élevés des services et des arrangements monétaires dans les pays francophones. Et ces conclusions sont robustes en tenant compte des variables qui contrôlent pour l'effet de la dépendance aux commodités primaires. Parce qu'on dit toujours que la plupart des pays africains dépendent des produits primaires. Mais ces résultats, cette conclusion, tient compte de ces faits-là. En d'autres termes, ces résultats reflètent le fait que la désintégration est due au fait que les pays francophones de l'Afrique sont exportateurs des produits miniers. Non, cette conclusion tient compte de cette caractéristique des pays africains. L'autre cause est liée aux droits des douanes. Les droits des douanes élevés. Vous vous rappelez qu'on avait parlé la fois passée des pays en développement en général qui ont difficile à entrer au marché, à avoir accès au marché des pays développés. Et on avait dit que l'une des raisons était que les pays développés appliquaient des droits des douane plus élevés sur les pays en développement que sur les pays développés. Et on avait quand même dit que les problèmes proviendraient des pays en développement eux-mêmes, dans le sens que ces pays eux-mêmes appliquent des taux de droits de douane très élevés. Ils doivent commencer par réduire ces droits de douane pour résoudre les problèmes de leur part. Alors, les droits de douane élevés, les taxes des exportations, les mesures non tarifaires, les frais administratifs élevés aux frontières, ça constitue les causes de la non-participation des pays africains au commerce international. Cependant, deux auteurs, notamment Follow-Town et Pritchett, ne trouvent aucune évidence que les pays africains échangent moins entre eux. Parce qu'en fait, il y a aussi l'idée que les pays africains échangent moins entre eux. Les volumes d'échanges internationaux entre les pays africains est très faible. Mais ces deux auteurs ne trouvent pas ce type d'évidence. En effet, ils soutiennent que les échanges intra-africains sont plus élevés que les niveaux attendus lorsque, en fait, le commerce est mesuré en termes d'exportation. L'autre cause, c'est ce qu'il a été trouvé, que les pays africains avaient suréchangé avec les pays avancés dans les années 70. Donc, cette tendance a baissé à travers le temps. Finalement, parlons de la ZLECAf. Quelles sont les opportunités et les défis de la ZLECAf? La ZLECAf, c'est quoi? C'est la zone de libre-échange continental africain dont les accords ont été signés par 44 chefs d'État et de gouvernement en 2018 au Rwanda, à Kigali. Alors, c'était sous le thème création d'un marché unique africain. Donc, l'objectif
l'objectif, c'est créer un marché unique en Afrique. Alors, c'est le sommet qui a créé cette union, cette zone de libre-échange, s'inscrit en fait dans l'initiative de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La ZLECAf, c'est en fait l'une des grandes zones de libre-échange au regard, premièrement, du nombre de membres, on a 44, et en termes de la population de ces membres, 1,2 milliard de personnes, mais également en termes des potentiels de consommation et de production. On évalue la dépense totale, la dépense combinée en termes de consommation et de production à 4 000 milliards de dollars. C'est faramineux. C'est une grande zone d'intégration économique. Elle établit ainsi un marché continental des biens et services en incluant une union douanière avec la libre circulation des capitaux, des biens, des voyageurs, d'affaires. Mais il faut retenir que la ZLECAf est créée dans une circonstance telle que les continents africains comptent déjà 8 regroupements économiques et régionaux dont l'objectif en fait c'est la poursuite de l'intérêt économique, l'intégration économique entre les pays avec tout ce qui suit, donc la réduction des taxes, des droits des douanes, la circulation des biens, des personnes, la circulation des voyageurs, libres des voyageurs d'affaires. Alors, quels sont ces 8 regroupements? Nous avons d'abord l'Union du Maghreb arabe avec 5 membres. Nous avons la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avec 15 membres. Nous avons la Communauté de l'Afrique de l'Est avec 6 membres. Et nous avons également l'Autorité intergouvernementale du développement avec 7 membres. Il y a la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avec 16 membres, parmi lesquels il y a la RDC, donc la Communauté économique de l'Afrique australe, c'est la SADC, donc avec 16 membres, parmi lesquels il y a la RDC. Nous avons également les marchés communs des pays de l'Afrique orientale et australe, avec 19 membres, parmi lesquels la RDC. Nous avons la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, avec 11 membres, parmi lesquels la RDC. Et enfin, nous avons la Communauté des pays sahélo-sahariens avec 13 membres. Donc, vous voyez que si vous regardez la liste, il y a plusieurs pays qui appartiennent à plusieurs communautés. Communautés économiques et régionales, c'est le cas de la RDC qui appartient à 3 communautés, à savoir la CEAC, le COMESA et la SADC. Et maintenant, la RDC est dans le processus de ratifier ou d'adhérer à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, ensemble avec le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda, entre autres. Il y a aussi la Tanzanie qui appartient à 2 communautés, la SADC et la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Donc il y a beaucoup d'exemples de pays qui appartiennent à plus d'une organisation régionale, une organisation économique régionale, et ça pose problème. Ça pose problème dans le sens que cette multiple appartenance aux communautés économiques régionales réduit l'efficacité et l'efficience de ces organisations en fait. Alors, le constat c'est que certaines organisations ont fait des avancées significatives en termes des objectifs poursuivis. C'est l'exemple de la communauté des États, l'économie des États ouest-africains et la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ce sont les communautés qui ont fait des avancées significatives, contrairement à certaines autres organisations, telles que la CEAC. Alors, revenons à la ZLECAf. Quel est en fait l'objectif de la ZLECAf? À travers la ZLECAf, l'Union africaine recherche d'abord l'intégration économique des pays africains. Mais aussi, l'Union africaine veut résoudre les problèmes de manière effective, les problèmes de la multiple appartenance aux organisations économiques régionales. Comme on venait de parler tout à l'heure, la RDC qui appartient
3 et qui veut encore rejoindre une quatrième organisation, la Tanzanie qui appartient à 2 organisations. Alors, ça c'est, la ZLECAf vient, l'idée c'est de chercher des résoudre, c'est d'atteindre l'intégration économique des pays africains en résolvant au même moment de manière effective les problèmes de multiples appartenances aux communautés économiques régionales. L'objectif, c'est la réalisation d'une croissance accélérée des pays africains à travers l'harmonisation, de la libéralisation des échanges au niveau sous-régional et continental. Et l'objectif poursuivi, c'est d'éliminer les tarifs sur 80% des biens. C'est l'objectif poursuivi par la ZLECAf. Et cela a des avantages projetés, hein, parce que là, on ne peut pas dire que les avantages sont déjà effectifs, mais ce sont des avantages projetés. Premièrement, il y a une amélioration projetée de 52,3% des échanges intra-africains. Le volume d'échanges intra-africains va augmenter à 52,3%, accompagné de la réalisation accompagnée d'importantes économies d'échelle pour des entreprises. Et on s'attend à une accélération industrielle d'ici 2030. Là, nous sommes déjà en 2022. Donc, il ne reste que 8 ans pour juger de cette accélération industrielle qui serait induite par la ZLECAf. L'autre bénéfice, c'est l'émergence des marchés potentiels. C'est un grand marché, donc 2,5 milliards pour la consommation des ménages. Et la consommation des revenus, ça c'est en dollars, hein, quand je parle de milliards de dollars, des consommations, 4,2 milliards de consommation pour les entreprises. Rappelez-vous, il y a un volume important de dépenses de consommation, mais ensemble total pour les entreprises et les ménages. Donc, il y a cette émergence des marchés, un grand marché potentiel. Mais il n'y a pas que des avantages. La ZLECAf a aussi des défis. Et le plus grand défi, c'est la distribution disproportionnelle des bénéfices de l'intégration économique. Donc, les bénéfices de l'intégration économique ne seront pas distribués de manière proportionnelle. Alors, cette distribution disproportionnelle résulterait en quoi? En l'élimination de tous les tarifs entre les pays africains qui coûtera 4,1 milliards de dollars au coffre de l'État. Et l'avantage de 1,6 milliard de dollars en termes de bien-être, c'est un des avantages en fait énoncés ou projetés de la ZLECAf, c'est qu'il y aura 1,6 milliard de dollars en termes de bien-être. Mais cela ne peut être gagné qu'à long terme. Ce n'est pas un avantage à court terme, c'est à long terme. Troisième problème que cela peut causer aussi, que les pays ayant une base manufacturière solide, là nous avons les cas de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya, de l'Égypte, recevront des bénéfices immédiats améliorés. Donc, il y a des pays qui vont recevoir des bénéfices immédiats de l'intégration, mais ces pays sont exclusivement les pays qui ont une base manufacturière solide, tels que l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya. Mais la plupart des pays n'auront pas un accès immédiat aux bénéfices de l'intégration au sein de la ZLECAf. Ça, c'est un défi majeur. C'est un défi majeur parce que sans base manufacturière solide, il est impossible d'espérer gagner des bénéfices immédiats de l'intégration à la ZLECAf. Les graphiques que vous voyez à gauche, c'est en fait un indice que j'ai calculé. Et cet indice, c'est un indice qui positionne les pays membres de la ZLECAf sur un continuum allant de -1 à 1. Et
cet indice calcule les positionnements en termes des avantages à tirer de l'intégration dans la ZLECAf. Alors, ces pays sont classifiés en deux catégories. Il y a des pays qui sont en position d'expérimenter des avantages immédiats de l'intégration au sein de la ZLECAf et ceux qui ne peuvent pas immédiatement bénéficier, avoir des gains de cette adhésion. Alors, comment lire ces graphiques? Il y a la ligne ici, représente 0. La ligne qui est au milieu, c'est 0. Parce qu'on part de moins 1 à 1. Au milieu, nous avons 0. Tous les pays dont l'indice se situe au-dessus des 0 représentent les pays qui ont la capacité, le potentiel de bénéficier immédiatement de leur adhésion à la ZLECAf. Et quand vous regardez parmi ces pays, il y a l'Égypte qui a un indice de 0,419. Il y a le Maroc avec un indice de 0,362. Il y a l'île Maurice avec un indice de 0,308. Il y a l'Afrique du Sud avec un indice de 0,3. Donc, tous ces pays-là sont les pays qui peuvent bénéficier immédiatement de leur adhésion à la ZLECAf. Mais en plus, nous avons des pays qui ont des indices négatifs. Ça signifie que ces pays sont loin de bénéficier immédiatement de leur adhésion à la ZLECAf. Parmi ces pays, nous avons le Tchad, nous avons la RDC, nous avons la Mauritanie, la RDC est là, voilà, la RDC avec un indice de moins 0,265. Nous avons l'Angola, nous avons le Zimbabwe. Tous ces pays dont l'indice est négatif sont des pays qui ne peuvent pas bénéficier immédiatement de l'adhésion. Et dans l'étude que j'ai faite, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent sur lesquels les pays doivent jouer pour bénéficier. D'abord des facteurs liés à la faible capacité de production, il y a les facteurs liés aux infrastructures et les facteurs liés à la qualité des travailleurs. Donc, ce sont ces trois groupes de facteurs sur lesquels les pays doivent travailler pour pouvoir bénéficier de l'intégration. Alors, il y a des pays dont l'indice est autour de 0, en dessous de, un peu moins que 0 ou plus que 0. Ce sont des pays qui sont encore à une étape de transition, ou des pays qui viennent juste, qui sont juste en train, qui sont juste au-dessus des 0, la situation où on est un peu au milieu. Et par exemple, les pays comme le Sénégal avec 0,009, bon, bien que c'est positif, mais ça montre que les pays ici ne peuvent pas bénéficier grand-chose de cette intégration. Vous avez un pays comme le Mali avec un indice de moins 0,016 qui montre que ces pays sont en train de faire les efforts. Si les pays agissent sur les trois facteurs que j'ai cités, ces pays peuvent facilement dépasser, entamer en fait, ou se mettre sur la pente pour bénéficier des avantages de l'intégration. Voilà un peu une analyse qui permet de voir quels sont les pays qui peuvent bénéficier de cet accès à la ZLECAf. Donc c'est un sujet important que nous pourrons toujours continuer à débattre. Donc voilà, avec ces conclusions, nous terminons ces chapitres, en fait, les chapitres sur les accords commerciaux internationaux. Donc là, je vous retrouve la fois prochaine avec une autre vidéo.